Je suis un des 3 associés du bureau d'études ID qui travaille en aquaculture depuis une trentaine d'années. Et on travaillait en ingénierie classique, puis je me suis spécialisé en qualité d'eau. On construit des fermes et des écloseries de toutes les espèces utilisées en aquaculture. Euh, En crevettes tropicales ou même en France, on a des japonicus qui sont élevés en Charente. Des poissons marins, bar, dorade, turbo, des poissons tropicaux aussi en ombrine ou lattès, des poissons d'eau douce, des coquillages et des algues. Je suis à l'envers. Les structures d'élevage sont très variées. Ça va de l'écloserie avec des bassins qui font de 1 à 20 mètres cubes chacun, avec des zones de filtration sur sable, filtration biologique. On a des unités un peu plus grosses de 20 à 30 mètres cubes en nurserie, des bassins de 10 mètres cubes pour les géniteurs. Tout ça, c'est en général en recirculation, c'est-à-dire qu'on récupère l'eau sur des bassins tampons qu'on filtre de différentes manières avant de la renvoyer sur les élevages. On a aussi des bassins très petits en pondoir, éclosoir, crevettes. Là, on est en circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau est perdue, on ne la récupère pas. Des salles d'algues qui sont complètement à l'arrêt, enfin en statique, et on vide les poches. Donc des conditions très différentes. Des productions d'algues en extérieur, en bassin liner. Des petites salles expérimentales, des bassins en floc où là, il n'y a pas de changement d'eau. C'est uniquement un brassage à l'air qui maintient les particules de matière organique en suspension dans l'eau. Et embarqué sur chaque grain, il y a toutes les bactéries qui s'installent naturellement en intérieur de grains, on est en anaérobie, et en extérieur de grains de particules organiques, on est en aérobie. Et des bassins crevettes qui font 1000 à 3000 mètres carrés en terre ou en béton, et la ferme de Madagascar où on est à 400 hectares de bassin, chaque rectangle fait 10 hectares, c'est-à-dire 500 mètres sur 200 mètres. C'est 1500 tonnes de crevettes par an en biologique. La station de pompage qu'on voit sur l'estuaire en bas de la photo, elle dessert un canal de distribution d'eau dans lequel on pompe 16 mètres cubes seconde. Et on a démarré le redox lorsqu'on a eu des valeurs anormales de manganèse dans ce canal. Si on a un pompage qui tourne en routine, on a une valeur de manganèse normale, celle de l'eau de mer, très faible. Si on oublie de pomper pendant une marée, on est en statique, en milieu tropical. À 30 degrés, le redox descend en fond de canal, libère du manganèse et la dose est multipliée par 1000 en 15 heures de statique. Donc la libération des métaux lourds en fond de bassin est dramatique. À partir de 1998, on a essayé de mesurer le redox. On n'y est pas arrivé vraiment. On avait des difficultés avec des pompes qui avaient des microfuites électriques. C'est un gros problème dans les mesures redox. On avait fait ces mesures parce qu'on avait des divergences dans l'évolution des bassins. On lançait une salle larvaire avec 10 bacs larvaires, des conditions identiques, le même lot d'œufs, et ça partait dans tous les sens avec des résultats très variables qui n'étaient pas expliqués par les paramètres classiques. À partir de février 2005, on a repris un nouvel essai de mesure redox sur cette ferme à Madagascar, où il y avait des blocages d'élevage qui étaient liés justement à ces toxicités de métaux libérés en fond de canal ou en fond de bassin par des eaux trop statiques, stagnantes, une baisse du redox et une libération. Et à partir d'octobre 2005, on a commencé ces mesures, on les a étendues au bassin d'élevage. On est monté à 30 000 mesures par an et toujours, il y a 200 mesures par jour sur la ferme. Et toutes les fermes françaises utilisent cette technique. À partir de 2010 et 2011, on a été débordé par le nombre de mesures à analyser sur Excel. Donc on a développé un logiciel qui projette les données Vortex, les données Redox, un logiciel qui s'appelle Vortex et qui est utilisé par pratiquement toutes les fermes françaises, en marin en tout cas. Donc depuis 2012, on a travaillé sur une cinquantaine de sites, environ 25 espèces, avec des résultats pertinents partout.
Les décisions d'élevage, elles sont prises maintenant quotidiennement en fonction des valeurs redox qu'on projette sur Vortex. On a appris à gérer, parce qu'on ne pouvait pas faire 200 mesures par jour en Europe, c'est effectivement 20 minutes à peu près par lecture. On a appris à gérer les écloseries européennes avec 20 à 40 mesures redox par semaine, qui font un tableau, on sait où mesurer maintenant, et ça permet de progresser très nettement. On mesure les 4 paramètres sur la base de la bioélectronique Vincent. Le pH, on a déjà parlé de tout ça, les électrons du redox. Et on caractérise une mesure d'eau par un point qu'on projette dans un cube à 3 dimensions. C'est les 3 paramètres de la bioélectronique. Le pH pour l'acidité, le RH2 parce que biologiquement c'est lui qui parle et ce n'est pas les valeurs redox qui parlent, c'est vraiment le RH2 qui est une combinaison du pH et du redox. Et le RH2 augmente si le pH augmente et si le redox augmente. Et le matchik, qui est un mot malgache qui veut dire ça pique, c'est le W de la bioélectronique Vincent. C'est des microwatts, c'est une puissance électrique calculée à partir de redox, salinité. Et le matchik, ça pique quand il y a beaucoup de redox, beaucoup de sel ou beaucoup de chaud. Il ne faut pas avoir ces 3 choses en même temps. Tout ça vient des phénomènes dont on a parlé déjà ce matin, de disponibilité des fertilisants dont on a besoin pour les blooms phytoplanctoniques, des éléments chimiques qui sont nécessaires pour la physiologie et des métaux lourds qu'il ne faut pas trop dissoudre pour ne pas avoir de toxicité. Et les élevages partout, sur toutes les espèces, depuis 18 ans, se déroulent correctement quand on est dans la cible de ces 3 paramètres. Cette cible, on l'a vu déjà, pH en horizontal, RH2 en vertical. La molécule d'eau, c'est là où on veut travailler. On peut la séparer en ions H+, et OH-. Il y en a trop d'un côté, pas assez de l'autre. Et dans l'autre sens, on sépare en une zone oxygène trop oxydante et en bas une zone de l'hydrogène. C'est-à-dire que chaque élément va être associé plutôt à de l'hydrogène quand on est en bas redox et plutôt à de l'oxygène quand on est en haut redox. Donc on a un graphe, le principal graphe qu'on utilise le plus, pH et RH2. La cible vortex, c'est la cible centrale, c'est le confort physiologique dans lequel les animaux vont bien produire parce qu'ils seront dans leur zone de confort physiologique. En bas, on a la zone du H2, en haut, la zone du O2, qui sont trop écartés de la cible centrale. Et le redox est constant le long de chacune de ces obliques pointillés. On voit qu'on ne peut pas définir une cible redox, c'est vraiment le RH2 qui donne le confort physiologique. Le redox de 250 millivolts, la droite la plus basse, l'oblique la plus basse, il va être acceptable à la limite en pH fort, mais il ne sera pas bon en pH faible. C'est vraiment le calcul de RH2 qui nous dit si on est dans la cible. Et chaque réglage d'élevage, chaque choix technique de l'éleveur, c'est un déplacement dans ce cube de 3 dimensions. Et ce déplacement, il va être bénéfique si on se rapproche du cœur de cible, il va être pénalisant si on s'écarte du cœur de cible. Ça signifie qu'un même choix technique va être valable en fonction du point de départ de la qualité d'eau. Et c'est pour ça qu'on croit répéter la même chose et puis on obtient 2 effets inverses, parce qu'à quelques jours ou semaines d'intervalle, on ne part pas du même point de départ. Et par ailleurs, les déplacements rapides sont pénalisants parce que ça ne laisse pas le temps de s'adapter. On a une baisse de rendement en cas d'une sortie de cible d'un paramètre. On a des difficultés d'élevage en 2 sorties de cible. Et on est vraiment dans les problèmes graves avec 3 sorties de cible, systématiquement. Dans tous les cas, plus la sortie est marquée, loin de la cible, et plus elle est rapide, plus c'est grave. Quelques exemples. Un point, c'est une mesure le matin, sur ce cas-là, dans un bassin crevette à Madagascar. On a mis en bleu marine donc la cible vortex, mais
En fond de couleur, vous avez des bandes obliques qui correspondent au paramètre W, au matching. Et il ne faut pas être dans le haut à gauche de la cible, puisque ça fait un matching trop élevé. C'est en 3 dimensions, mais on ne projette que sur 2 là. On a d'autres graphes pour voir la 3e dimension. Le bassin bleu, il est bien centré, bien groupé, il ne bouge pas, il est bien placé. Le bleu clair aussi, le vert foncé aussi, le vert clair aussi. Ces 4 bassins, ils font 100% de croissance sur la période, parce qu'ils sont bien positionnés dans la cible. La même période, 3 autres bassins, la même cible. Le bassin jaune, il est beaucoup trop étalé, il a traversé la cible en 7 jours. Le bassin rouge, pareil, est encore plus grave, il est plus loin. Le bassin violet est un peu intermédiaire et moins dispersé. Mais ils font moins de la moitié de la croissance attendue pour ce poids moyen et cette période. Même période, 4 autres bassins, plus graves, complètement hors cible, en pH bas, RH2 trop bas. Complètement hors cible, là, encore plus grave et très dispersé. Le violet est un peu intermédiaire. Et le bassin bleu, il a les 2 premiers jours là et il s'écroule sur les 3 jours suivants. Et il a conduit à une pêche d'urgence pour ne pas perdre les 20 tonnes de crevettes qu'on a dedans. C'est un bon outil de diagnostic aussi quand on arrive sur une écloserie, une nouvelle ferme où on commence à travailler. On fait des mesures pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, sans toucher à rien. Et on projette les points et on visualise que les bassins reproducteurs 303 et 302, qui sont en rouge et orange, on comprend pourquoi ils ont des gros problèmes d'élevage et pourquoi on a été appelé. Les bassins marrons sont mâles aussi, mais moins gravement. L'eau neuve en bleu foncé est en haut de cible, c'est normal, mais elle est beaucoup trop étalée verticalement sur le RH2, sans que le pH ne bouge, et il ne voyait rien, puisqu'il ne mesurait que le pH. Et le bassin violet est beaucoup trop acide, beaucoup trop étalé verticalement, il n'y a rien qui peut marcher. Et en 3 mois de travail, on a remis tous les points dans la cible. On peut utiliser ça pour beaucoup de choses. On a des milliers d'exemples, à 30 000 données par an, depuis 18 ans, on a du recul. En algues, les microalgues, comment gérer le phytoplancton. On a des mesures de primnesio, un bloom de primnesio, on est bien centré dans la cible et ça fonctionne bien. Le bassin Osoto est pur, on n'a pas besoin d'apporter beaucoup d'eau neuve. Le bassin rouge, il est en bloom flagellé parce qu'on est trop haut en redox. Il faut absolument tirer vers le bas et donc trouver les manettes d'élevage, activer les manettes d'élevage qui vont nous amener vers le bas. On a pu positionner les différentes familles de phytoplancton qui nous intéressent pour équilibrer un bassin, pour l'auto-épurer. Diatomée, primnesio, chlorophycée, on s'appuie autour de ces 3 points d'appui, on se met au milieu et on gère tous les jours la conduite de l'eau et de l'élevage en général pour se repositionner au centre. Les dinoflagellés sont trop hauts, les cyanophycées sont trop bas et elles vont nous tirer vers en bas à droite. C'est un des acteurs les plus puissants en aquaculture, les cyanophycées. Elles sont capables de nous emmener très très bas en RH2 et très haut en pH. Ça nous amène à des fonds pourris. Quand il y a un tapis de cyanophycées, c'est un vrai problème parce qu'il s'étend et il fabrique le milieu, il renforce le milieu qui l'intéresse et qui ne nous intéresse pas du tout. On a des espèces indicatrices comme les méduses qui sont trop haut en oxydation. Quand elles arrivent, ça veut dire qu'on est trop haut, il faut tirer les manettes vers le bas sans faire même de mesure redox. Les aspects sanitaires, on projette dans tous les sites, toutes les espèces. On a toujours des problèmes bactériens en bas de cible, des bactéries anaérobies quand on est très très bas. On a des problèmes de champignons et parasites en haut de cible à gauche, à pH trop bas ou moyen, et des problèmes de virus quand on est perché, on appelle ça redox perché. En haut à droite, on est trop fort en redox, trop fort en matching, trop fort en pH. C'est la triple sortie de cible, c'est une mortalité gravissime. Les mortalités de bas de cible sont des mortalités des queues de l'eau qui vivotent, on écrème les poissons morts, tous les jours il revient des poissons noirs, pas bien. Ça s'éteint doucement comme une bougie qui s'éteint ou comme une ampoule qui n'est pas assez alimentée électriquement. Les mortalités de haute cible, ce sont les têtes de l'eau qui se mettent à grossir beaucoup trop rapidement. La croissance est trop bonne. Quand on a 130% de croissance, on est inquiet
parce que ça signifie qu'on est en train de vider la batterie, de pousser la puissance à fond. Le matchik est beaucoup trop fort et ça claque instantanément. En 2 jours, on perd tout et ce sont les têtes de l'eau qui cassent en premier. Les vibrios, c'est une des espèces bactériennes qui nous pose le plus de problèmes dans toutes les espèces. Elles sont typiques, signées d'une ferme qui ne maîtrise pas le redox, avec des alternances dans le temps ou dans l'espace, entre trop bas et trop haut. En trop bas, on est en excès de fer, que la vibrio sait stocker, mais qui abîme les autres bactéries, qui les gênent ou qui les tuent. Quand on monte en trop haut, les vibrios sont là, mais se retrouvent en carence de fer. Elles vont d'abord utiliser leur stock de ferritine, et si on insiste un peu longtemps, un peu haut, elles vont devenir pathogènes pour aller voler le fer physiologique du poisson ou de la crevette. Les cyanos sont un gros problème qui nous tire toujours en bas à droite. On a pu caler les variations saisonnières et les types d'eau. Le type d'eau du haut de cible, c'est l'eau océanique. Elle est propre, et au niveau encore au-dessus, récif corallien, on a pas de matière organique, beaucoup de transparence, des UV solaires qui oxydent, beaucoup d'agitation, le brassage, l'oxygène, le vent. Donc tout ça nous mène vers des valeurs élevées. Et c'est avec les UV solaires. L'opposé de ça, c'est l'eau de la mangrove. Elle est turbide, pleine de matière organique, pleine de bactéries. Elle ne bouge pas. C'est la matière organique qui tire vers le bas vraiment. On a les fonds réduits. La respiration nous tire en bas à gauche, que ce soit les respirations des bactéries, des animaux en élevage ou du phytoplancton. Et à l'opposé de cette respiration, on a le phytoplancton qui, pour nous, en élevage aquacole, nous tire vers en haut à droite parce que le phytoplancton réduit, grâce à la photosynthèse, fait de la réduction en interne de la cellule algale, mais cette cellule crache son oxygène à l'extérieur qui nous monte le redox. Donc on s'appuie entre la pollution de l'élevage liée à l'aliment et la respiration et le phytoplancton qui nous porte et qui fait une auto-épuration qui limite le besoin en eau, qui coûte très cher. Et on a un basculement nuit-jour. La nuit, c'est que de la respiration, ça tire en bas à gauche. Le jour, c'est que beaucoup de photosynthèse, ça tire en haut à droite. Ce basculement jour-nuit, il ne faut pas qu'il s'amplifie trop, sinon on vient à des valeurs trop basses d'oxygène le matin, qui cassent tout. Et donc, auparavant, avant le redox, on avait une gestion par le delta d'oxygène jour-nuit et nuit-jour, qui nous disait, là c'est en train de s'agrandir ce delta, on est en train d'avoir un bloom trop puissant, qui nous monte trop haut le jour et qui nous baisse trop bas la nuit. Le redox sonne l'alarme 4 à 5 jours avant les alertes oxygène. Et ce temps d'anticipation de 4 à 5 jours donné par le redox, bien avant l'oxygène, ça nous permet d'anticiper et de stabiliser les bassins, de ramener, de mettre en action les manettes d'élevage qui vont nous ramener au centre et limiter le phytoplancton. Au niveau saisonnier, on est dans l'autre sens. Le froid et le sec sont oxydants. Le froid est oxydant, le sec aussi parce que l'oxygène est plus disponible. L'humide limite l'accessibilité à l'oxygène, puisqu'il est noyé dans l'eau, et le chaud est aussi réducteur, enfin nous tire vers le bas, en tout cas par plein de choses, par l'activité bactérienne probablement aussi. Les gestes d'élevage, sur le même graphe, on a pu placer les différentes manettes d'élevage qui nous aident à piloter les bassins au quotidien. En bas à droite, c'est le domaine du statique, c'est-à-dire que notre eau ne bouge pas assez, elle n'est pas vivante. Elle permet au redox de descendre progressivement et de libérer tout un tas de toxicités. C'est le domaine des bassins noirs, des fonds pourris, des cyanobactéries. À l'opposé de ça, on a la gestion dynamique, c'est-à-dire qu'on apporte des fleuves d'eau, on brasse beaucoup, on fait bouger le fond du bassin. C'est très tonique. Ça mène, vers, si on exagère, à du lessivage avec une levée des argiles qu'on déstructure en emportant tout le calcium et on se retrouve avec des bassins turbides du point de vue minéral qui sont problématiques aussi. Il faut slalomer entre tout ça avec quelques autres outils qui sont les levures et mélases qui, en favorisant par du sucre, la population bactérienne va nous tirer en bas à gauche. Le phytoplancton qu'on favorise ou pas selon où on est positionné. Et les carbonates chauds si on a vraiment besoin de remonter le pH. Le gros problème actuellement, depuis 5 ans, ça fait 18 ans qu'on mesure, qu'on utilise ça sur beaucoup de sites, ce sont les perturbations électriques
En bâtiment, en extérieur aussi, une perturbation électrique, c'est une microfuite d'une pompe. Ça monte de 20 ou 30 millivolts le redox. Ça perturbe la lecture, on le voit pendant la descente de lecture de la sonde, on voit des pointes de remontée. Ça remonte le redox tout d'un coup un jour sans qu'on comprenne pourquoi. Ça casse un bassin parce que lui, il est touché et pas un autre. Mais quand on a une sonde d'oxygène par bassin et qu'il y a un défaut de mise à la terre, qu'il y a une microfuite électrique qui s'échappe, elle va se mettre à la terre sur un des bassins et casser ce bassin-là. Et donc, on ne commence pas les mesures redox avant d'avoir fait un assainissement électrique complet de la ferme pour vérifier qu'on peut travailler le redox et qu'on n'a pas des choses qui nous perturbent. Mais ça ne perturbe pas que la lecture redox, ça électrifie les animaux, ça monte le redox de 20 ou 30 millivolts et on a des alertes qui sonnent dès qu'on est à plus 20 millivolts du normal, tous les jours. Donc ça permet, partout, ça a permis une très belle amélioration de productivité, de l'état sanitaire, de l'indice de conversion, une facilité de conduite d'élevage. Avant d'utiliser le redox, on est en moyenne à 30 ou 40% du temps dans la cible. Quand on est conscient qu'il existe le redox et qu'on a compris les manettes d'élevage qu'il faut activer pour se remettre d'aplomb, on passe à 80-95%. Et sur 18 ans de production à Madagascar, le bassin record de productivité avec un confort de travail énorme, il était à 98 des points mesurés dans la cible et on mesure un point le matin, un point le soir sur 6 mois. C'est difficile de faire 98%, mais c'est lui qui a battu le record de survie et de croissance. Ça fonctionne en eau de mer comme en eau douce, en milieu tempéré ou tropical, en circuit recirculé, en circuit ouvert, en intérieur ou en extérieur. Donc c'est très global. Merci.